Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, émission spéciale ce soir dictée par l'actualité brûlante, vous l'avez compris, nous parlons de la Super League, de ses conséquences sur le football et sur le Milan, des réactions qu'elle suscite, des sanctions promises par l'UEFA et la FIFA, le tout avec Roland, Nico et Erko, salut à vous. Salut. Ciao. On commence avec la chanson de Roland, comprenez la genèse et le détail de cette nouvelle compétition. Moi, je vais commencer par un petit instant culturel en citant un film des années 60 qui s'appelle Les 12 salopards. Et donc, on va les citer. Arsenal, l'Atlético, Chelsea, Barcelone, l'Inter, la Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham et donc notre bien-aimé, entre guillemets, Milan. Voilà les 12 qui se sont associés donc, pour créer cette compétition qui finalement a un format assez simple, hein, avec deux groupes de 10 équipes qui s'affronteront, chacune de ces équipes s'affrontera en match aller-retour avec les équipes de son groupe, donc ça va faire 18 journées avec ces matchs aller-retour. Une dizaine de matchs par journée qui auront lieu les mardis, mercredis et jeudis, donc en lieu et place des matchs de Coupe d'Europe classique. Avec comme système de qualification dans ces petites poules, dans ces groupes, les trois premiers de chaque groupe qui seront qualifiés en quart, les quatrièmes et cinquièmes qui joueront un match de barrage pour obtenir les dernières places en quart de finale, et puis ensuite un système classique de quart, demi et finale. Donc les 20 équipes là-dedans, ce sont les 12 précédemment cités, qui sont les clubs fondateurs, comme ils s'appellent, les clubs permanents, qui seront là tous les ans, qui devraient être rejoints prochainement par trois autres équipes dans le groupe des fondateurs, qui seront donc là tous les ans. Plusieurs rumeurs à ce sujet, hein, on a entendu différents noms. Der Spiegel, qui est un journal allemand, a sorti semble-t-il, des documents de cette Super League où les trois clubs qui seraient rajoutés en tant que membres fondateurs seraient le PSG, le Bayern et le Borussia Dortmund. Et ensuite, en dehors de ces 15 clubs dits permanents, 5 clubs qui seraient invités chaque saison. Alors, pas de détails à ce stade sur l'allure de l'invitation. Est-ce que ce sera du sportif Ce serait quand même le comble de voir des critères sportifs pour intégrer cette compétition, ou bien des critères économiques, je ne sais pas, peut-être un stade plus grand, un marché plus grand, ça sera très probablement ça. Donc voilà globalement le projet tel qu'il est à ce jour, avec en date de début, comme il était dit dans le communiqué de la Super League, un début le plus rapidement possible. Alors, saison prochaine, peut-être, à voir, ou bien en tout cas pour 2022-2023, ça semblerait acté. Alors je me suis retenu de rire avec ton allusion aux 12 salopards, parce que l'instant est grave finalement, mais c'est vrai que j'ai également une petite anecdote cinématographique. J'avoue, je n'écris pas souvent, je suis pas quelqu'un qui aime rédiger des articles, etc. Mais hier j'ai pris la plume parce que ça m'a inspiré. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un film que certains d'entre nous, nombre d'entre nous, hein, et parmi nos auditeurs également, ont vu, La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand. Et à un moment donné, Don Salus, qui est joué par Louis de Funès, dit de façon péremptoire et abrupte, déjà il dit les riches c'est désagréable, mais il dit surtout les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Et quand tu parles de critères sportifs, c'est vrai que ça me fait sourire, parce que finalement ils veulent rester entre riches et ils veulent pas des persona non grata, si j'ose dire, hein, du petit peuple. Mais avant de passer au pour et au contre, je vais demander à nos camarades Nico et Erko ce qu'ils pensent. Hein, Nico, dans un premier temps, quelle fut ta réaction lorsque tu as appris cette news qui a choqué nombre de supporters et d'observateurs du football il y a 2 jours? Alors, moi, ça ne m'a pas choqué du tout parce que je t'avais dit, j'écoute l'émission l'Afterfoot qui, depuis quelques mois, était très au fait de ce sujet-là et avait annoncé que ça allait péter très prochainement. J'avoue que j'ai été très surpris quand même par l'hypocrisie quand même du monde du foot de manière générale qui ont fait les surpris à tout niveau. On va commencer par les joueurs comme Ander Herrera, par exemple, qui ont dit que le football, c'était la méritocratie, qu'il ne voulait pas de cette ligue, de cette Super League. Mais aujourd'hui, si cette Super League est créée, en fait, c'est pour que les plus riches gagnent encore plus d'argent, arrêtent de partager le gâteau avec les tout petits. Et pour qu'il y ait plus, mais pourquoi aussi il faut plus d'argent? Parce qu'aussi, d'une certaine manière, les présidents de clubs veulent plus d'argent pour aussi combler leurs dettes liées au Covid, mais aussi parce qu'il faut continuer à payer les joueurs. Des joueurs qui
même si c'est peut-être pas forcément le sujet, pour moi, ça touche un peu à ça. Par exemple, on refusait pour on va parler du PSG, de baisser leur salaire en période de Covid pour pouvoir payer les petites personnes qui travaillent, enfin les petites personnes, les gens qui ont des petits boulots au Paris Saint-Germain. Les ligues de football qui se disent aujourd'hui que c'est une honte contre les autres clubs de leur fédération, mais qui pourtant, on va parler de l'Italie, mettent des matchs à 12h30 parce qu'il faut attraper le marché asiatique. L'UEFA aujourd'hui qui, pareil, joue le rôle du garant de l'honneur du foot, euh, alors qu'ils ont été les premiers à installer tout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, cette Super League est l'accomplissement de toutes les décisions qui ont été prises depuis que la coupe, cette Ligue des Champions n'est plus la coupe des clubs seulement champions. Avant, il y avait 3 compétitions, la Coupe des clubs champions, la Coupe des coupes, avec les vainqueurs de Coupe nationale, et la Coupe de l'UEFA, qui était un très beau plateau parce qu'il y avait toutes les autres équipes qui étaient dedans, hors vainqueurs du championnat. On va parler aussi des joueurs de foot qui demandent de plus en plus d'argent. On peut penser à notre gardien de but, hein, avec son agent qui est tout ce que l'on peut détester aujourd'hui dans le football moderne, qui veut toujours plus d'argent, toujours plus jeune. Je pensais quand même que le Covid allait peut-être faire redescendre et exploser quelques têtes qui étaient bien gonflées. Mais malheureusement, ben, les grands patrons comme il dit, les 12 salopards qu'a cité Roland, ont trouvé une autre façon plutôt que la bulle redescende, c'est ben, d'en créer encore une plus grosse peut-être, en essayant de gonfler encore tout ça, en essayant de trouver encore de l'argent. Je pense que aujourd'hui, les seuls qui peuvent arrêter ça, moi j'ai du mal à croire aux joueurs, même s'ils ont peut-être et les entraîneurs, ils peuvent peut-être jouer une petite partie dans cette histoire en disant qu'ils sont tous contre, mais je pense que certains ne vont pas se découvrir et ils diront pas grand-chose parce que quand ça touche au portefeuille, pour eux, ça commence à devenir dérangeant. Les seuls qui peuvent faire bouger quelque chose, c'est les supporters. Au final, les supporters aujourd'hui, le consommateur a la possibilité de pouvoir dire non, tout simplement en ne s'abonnant pas, pardon, excusez-moi, à, à une possible diffusion de ces matchs, en ne regardant pas et en essayant de rester focus sur son championnat national. Maintenant, à voir, je pense quand même que c'est très partagé. J'ai du mal à imaginer que on parle de ces sociétés-là aujourd'hui. Enfin, ces clubs, ce sont des sociétés menées par des très très grands patrons. J'ai du mal à imaginer que pour sortir du bois comme ça et en voyant tout le remue-ménage que ça fait, la casse que c'est en train de faire, revenir en arrière 2 semaines après serait vraiment ternir leur image. Ils sont obligés d'aller au bout. Euh, on peut voir que même parmi des anciens joueurs qui aujourd'hui sont consultants, Gary Neville, par exemple, a massacré son club de Manchester United et la famille Glazer qui dirige le club. Et Billy Costa Curta, qui, on pourrait dire, un peu représente notre Gary Neville à nous, hein, a dit qu'il avait hâte de voir cette compétition. J'ai lu que Dino Zoff a dit que les fans s'y habitueraient très vite. Donc déjà, on voit que, fonction des pays, des fois, les avis déjà commencent déjà à diverger. Donc pour moi, il n'y a rien qui est fait, c'est du 50-50 et le consommateur aura la possibilité de dire stop à ça. Malheureusement, j'ai peur que, au final, à la fin, ce soit toujours les mêmes qui gagnent, ça veut dire les plus riches. Oui, d'ailleurs, les clubs de Serie A risquent de faire sparring partner seulement et d'être les pires dans cette compétition qui s'annonce, hein. Mais je souscris à ce que tu as dit sur la préparation bien en amont par les instances actuelles en place depuis des lustres de cette Super League. Et on sait, nous, au Milan, que Berlusconi était à l'origine du projet dès le départ, hein, bien évidemment. Donc forcément, ça ne nous surprend guère. Mais c'est vrai qu'il faudra suivre. On est attentif. On va évidemment. C'est un feuilleton, hein. C'est pour le foot devient passionnant finalement, non pas à cause de cette Super League, mais de l'annonce et du remue-ménage que ça génère, que ça crée. Erko, quelle est ton opinion sur la question? Ben, je trouve très dur et très facile à la fois de taper sur les clubs déjà comme de traiter de salopards. Parce que je ne parle pas de vous, je parle en général, partout on en parle comme ça. Mais c'est une évolution naturelle du foot business que l'UEFA a voulu depuis des années. Ça fait des années que la Ligue des Champions n'est plus ce qu'elle était et qu'elle n'est plus du tout la Ligue des Champions. Parce que rappelons qu'à la base, la Ligue des Champions, c'était seulement pour les champions de chaque championnat. Maintenant, même le quatrième peut y participer. Donc déjà, à partir de ce moment-là, le foot est déjà mort une fois. C'est aussi facile parce que voilà, on parle de qualité de match, etc., que ça va être toujours facile. Enfin, on verra toujours le même match, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu comme ça déjà quand on regarde les champions actuellement, qu'à partir des huitièmes ou des quarts, c'est toujours plus ou moins les mêmes équipes qui s'affrontent? Et en termes de spectacle, dans les deux cas, on s'ennuiera. Parce que moi, ça fait personnellement plus de 10 ans que je regarde la Ligue des Champions, que je regarde plus la Ligue des Champions, pardon, parce que je me fais chier à chaque fois que je regarde un match.
il y a plus de spectacles. Les footballeurs sont devenus plus des businessmen que des joueurs de foot, donc ils sont moins bien impliqués que les joueurs d'avant. Mais Erko, on est C'est nombreux dans ce cas, pardon de te couper, c'est pas idéologique, mais on est nombreux dans ce cas. Parce que les audiences de Ligue des Champions sont catastrophiques, il faut le dire. C'est très loin des audiences de Coupe du Monde, il faut le rappeler, hein, parce qu'on parlera des équipes Ah oui, nationales mais tout à l'heure. clairement, oui. Donc c'est très important de le signaler. Et ça permet effectivement, déduire pas mal de choses. Mais je te laisse continuer. Oui, parce que ben, les Coupes du Monde, c'est parce que ça représente une nation. Donc, même ceux qui ne regardent pas le football vont regarder leur nation jouer. Donc, automatiquement, ça va être beaucoup plus valorisant pour les équipes nationales. Mais voilà, je trouve il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'UEFA. Ce qui me dérange fortement, c'est qu'on essaie de donner un rôle de héros du peuple à l'UEFA, qui est une mafia pas possible, qui a, comme je l'ai dit, a détruit le football depuis bien longtemps. C'est ce qu'on reproche à la Super League, mais de fond aussi. Quand on regarde le nouveau format de Ligue des Champions 2024, c'est limite même encore plus abrutissant que le format de la Super League, qui n'est déjà pas terrible. Donc voilà, c'est même en qualité comment dire, de compétition, les deux nouvelles compétitions sont catastrophiques et on va tous y perdre. De toute façon, on a tous voulu comme ça. Les joueurs justement qui commentent, justement, pour moi, s'il y a des gens qui n'ont pas leur mot à dire à ce niveau-là, c'est bien eux. Parce que justement, c'est ça, eux, les joueurs, ils viennent faire leur petite vierge effarouchée, pardon. Parce que justement, ils disent que c'est la Ligue du pognon. Ben, c'est les premiers à réclamer une augmentation tous les ans quand ils font 4 matchs d'affilée. Donc voilà, c'est très hypocrite de leur part. Voilà, ce que je dis, c'est juste une évolution naturelle. C'est pas une bonne évolution, je suis d'accord, mais c'est comme ça depuis 10 ans. Tout le monde était fan de la Ligue des Champions, même encore relativement récemment. Donc, faut pas oublier d'où ça en est. Voilà, je dis pas que ça va être positif, mais au moins, en tout cas, ça va peut-être permettre de faire une certaine émulation aussi en vis-à-vis du UEFA, parce qu'ils vont peut-être se remettre en question encore plus que maintenant. Peut-être quand les deux compétitions, justement, verront que les audiences ne sont pas terribles aussi bien pour une que pour d'autres, ben, ils vont peut-être commencer un peu à écouter les supporters et faire quelque chose d'un petit peu mieux. Ben, en tout cas, ça peut pas être pire. Je pense que voilà, ça va justement. Je trouve que comment dire, deux opposants comme ça qui s'affrontent comme ça pour deux compétitions, pour la droit TV aussi, ça peut être qu'intéressant parce que voilà, ça peut pas empirer. On va peut-être commencer à avoir des bonnes idées. D'ailleurs, j'ai vu que l'UEFA, justement, avec des champions, maintenant, ils ont déjà supprimé les buts extérieurs à partir des prolongations, donc pour les matchs retour, ce qui est déjà une idée qui me paraît un peu plus logique aussi. Ça veut dire qu'ils réfléchissent à des choses aussi. Donc, ça va peut-être accélérer le mouvement et ils vont peut-être commencer à écouter plus d'avis extérieurs et enfin revoir un football qu'on aime. Mais en tout cas, c'est pas pour l'instant. Pendant les 5-10 prochaines années, on va encore devoir se taper un football comme ça. Et voilà, mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que le projet de Super League n'est pas surprenant. C'est juste que l'UEFA prenait justement la seule chose pour laquelle ils râlent, c'est parce que ils avaient un monopole financier, donc ils se gavaient de pognon grâce aux gros clubs. Et maintenant, les gros clubs, on a peut-être eu marre de se faire aussi pigeonner à ce niveau-là. Et maintenant, ils vont tout prendre pour eux. Et l'UEFA va perdre énormément d'argent. C'est juste pour ça que l'UEFA ne respecte pas trop le football. Il y a bien longtemps que l'UEFA n'écoute plus du tout les gens. Donc, ils n'ont pas aucun amour du football, ceux qui sont dans les hautes instances de l'UEFA. C'est juste une question de pognon. C'est exactement la même chose pour les propriétaires de la Super League. Et c'est comme ça que le football actuellement, c'est triste, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas surprenant, faut pas taper sur les nouveaux dirigeants, je pense. Alors effectivement, mais ça fait bien longtemps que les élites tout court n'écoutent plus beaucoup les gens. Je donne la parole à Nico qui veut s'exprimer sur les raisons de la création de la Super League. Les raisons, enfin, c'est ce qu'a dit Florentino Pérez, ce qui a accéléré, parce que les raisons, ça fait un bout, comme on a dit, ça fait depuis les années 90 que ça se trame en coulisses parmi les plus gros clubs. Déjà, les clubs qui ont été choisis, c'est ceux qui ont la plus grosse fan base. C'est pour ça que, par exemple, on va citer Milan et Arsenal, qui franchement, même Tottenham, hein, quand tu les regardes, font tâche à côté quand même des autres noms, parce qu'actuellement, on est quand même sur une bonne année d'une dizaine d'années de disette sportive. Mais donc, les raisons, c'est suite au Covid, de grosses pertes. Donc, essayer de combler les trous. Donc, en fait, ces clubs essayent juste déjà, parce qu'eux, ils disent qu'en gros, la Ligue des Champions serait rien, ou les championnats seraient rien sans eux. Donc, veulent la grosse part du gâteau pour pouvoir combler les dettes qui sont abyssales pour certains de ces clubs-là. Première raison. La deuxième raison, ils se sont rendus compte que le foot est en perte de vitesse, donc avec une baisse d'audience. Malheureusement, et donc que les jeunes regarderaient donc autre chose. Après, il faut quand même souligner aussi que les abonnements ne sont quand même pas donnés si on a envie de regarder du football, si on veut être abonné à tout.
pour pouvoir regarder le foot. Si on commence à payer la Ligue des Champions, le championnat de France par exemple, le championnat italien, c'est quand même 3 abonnements différents. C'est Donc pour ça ça que j'aime fait, pas quand Rariskip tape sur beIN Sport, parce que beIN Sport est la seule chaîne abordable. t'as raison. Et ce qui fait que si tu cumules tout, bah, tu dois pas être loin d'un budget, je pense, à 60-70 euros. Aujourd'hui, en période de crise sanitaire, économique, ben, tout le monde regarde son portefeuille, donc les gens ben, font du tri et se rendent compte ben, que le foot, malheureusement, en plus du football sans supporters, c'est tout sauf essentiel. Moi, j'ai énormément de mal personnellement, à m'enthousiasmer sur les matchs du Milan et pourtant, on n'a jamais eu des saisons aussi. J'arrive pas à m'entonner sur les résultats, de sauter au plafond, alors que je pense que si le stade était plein, je serais le premier à faire des tours chez moi. Mais le fait qu'il n'y ait pas de supporters, j'ai l'impression de voir des matchs amicaux plus, entre guillemets. Et donc, ils ont cherché, en gros, à redynamiser, à essayer de rebrancher, on va dire, les jeunes avec le football. Le problème qu'il y a, et moi qui ai une trentaine d'années, j'ai commencé à regarder le foot en fait aussi parce qu'il était en clair. J'ai eu la chance que mon père me laissait regarder la première demi-heure avant d'aller au lit le mardi soir. Et malheureusement, ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si les gens peuvent plus payer aussi pour regarder leur abonnement qui coûte une blinde, ben, les jeunes regardent plus le foot, vont sur autre chose. Après, il y a aussi d'autres possibilités. À l'époque, il n'y avait pas autant de choix aussi à la télévision. Euh, donc, ce genre de choses, enfin, Florentino Pérez a aussi dit, par exemple, que il avait du mal à regarder certains matchs à la télévision parce que le niveau pour lui était trop faible. Donc, en gros, ça veut dire que les petits, ça doit un peu le dégoûter. Malheureusement, pour faire un championnat, il faut quand même de tout. Il peut pas y avoir que des gros. Et j'ai trouvé l'interview de Florentino Pérez quand même très. Je pense qu'il représentait les 12 clubs, mais dans le sens vraiment, on est là pour sauver notre cul. Aujourd'hui, si la Ligue des Champions ou les championnats sont ce qu'ils sont, c'est grâce à nous. On veut récupérer notre part du pognon et on va se sauver nous et on va se prendre une ligue fermée. Comme ça, on sera tranquille que même si au pire demain les résultats sportifs, comme pour le Milan ou peut-être la Juve actuellement ou Liverpool actuellement, même si au pire on a une année sans, eh ben on pourra facilement combler parce que de toute façon, on sait qu'on aura une rentrée d'argent conséquente et on pourra se permettre de, bah, au final, que si on perd, bah, c'est pas bien grave parce que de toute façon, on a une place assurée à vie. Enfin, c'était très démago quand même la position de Florentino Pérez et malheureusement, c'est comme a dit Aristide, c'est le capitalisme à outrance qui aujourd'hui, on est arrivé, je pense, à ce qui peut arriver de pire. Donc tant mieux que ça arrive aujourd'hui. Je ne pense pas quand même que ça explosera dans l'autre sens, que ça nous permettra de revenir à un football plus sain, mais je pense qu'il est temps que ça pète et on verra ce qui se passera. Est-ce qu'ils réussiront leur coup ou pas? C'est très passionnant et c'est digne d'une série télé. Oui, on peut déplorer que le Milan est signé. J'aurais adoré la Super League sans Milan. Personnellement, ça m'aurait beaucoup plu. Mais Roland veut réagir. Oui, disons que effectivement, on est dans une position où c'est le bal des hypocrites, hein. Moi, je suis contre ce type de projet et ça ne veut pas dire que je suis partisan de ce que fait l'UEFA, ou de ce qu'a fait l'UEFA ces dernières années, loin de là. Le projet de Ligue des Champions qui est prévu pour 2024, avec un méga championnat de 36 équipes, avec seulement les 9 premiers qui sont qualifiés pour la suite, certaines autres équipes en dessous mal classées qui jouent un barrage. Enfin, c'est pas mieux, c'est pas mieux que tout ça. Mais qu'on veuille nous faire croire du côté de la Super League que le but c'est de faire des beaux matchs avec des grosses équipes. Et en plus, je vous invite à aller sur le site de la Super League, hein, thesuperleague.fr. Il y a eu un bout de rubrique qui est quand même consacré à la redistribution, soi-disant, de l'argent qui sera fait par la Super League. Mais qui croit à ça? Qui croit à l'aspect social d'une Super League? Enfin, ça n'a aucun sens, comme ça n'avait aucun sens du côté de l'UEFA, hein, qui parlait de développement du football, etc. et compagnie. Pour moi, ce sont les mêmes problèmes, comment dire, les mêmes soucis, mais ce qui me pose vraiment, ce qui m'embête vraiment dans cette compétition, la Super League, c'est que on détruit complètement la notion de sportif. Euh, Bien sûr que Ouais, c'est ça la fait critique des années. principale, hein, c'est sûr, à ce Oui, niveau-là, c'est vraiment le truc, l'absence d'équité, l'absence de sportif, c'est-à-dire que c'est le fric qui règne, effectivement. Mais là, on est déjà dans les points négatifs, Roland, tu ouais, anticipes. non, mais je vais rester sur, j'en parlerai plus tard. Mais effectivement, on nous parle d'intérêt sportif, mais il y a aucun intérêt sportif à une compétition comme celle-ci. Et le seul intérêt, c'est encore une fois une question d'argent.
la Gazette, dans son édition du jour, a sorti un tableau assez intéressant sur l'endettement de ces 12 clubs. Et on a en tête, je reprends les chiffres en même temps, on a en tête de ce classement Chelsea, qui a un endettement de 1 milliard 510 millions d'euros. Tottenham en dessous, 1 milliard et quelques. Après, on a le Barça qui a 1 milliard et quelques, le Real Madrid qui a 900 millions. Ensuite, on a l'Inter qui a 630 millions d'euros d'endettement. Tout ça, et on descend avec les clubs les moins endettés, c'est Milan et Arsenal avec 150 et 125 millions d'euros d'endettement. En C'est sachant pour le uniquement ça le Real que problème. le roi avait épongé la dette, je crois, il y a quelques années. Hein, donc ça veut dire Oui, que c'est une oui, dette non récente qui a mais été creusée. 900 millions pour le Real, tu dis? oui. J'ai les chiffres de la Gazzetta sous les yeux. C'est ce Incroyable. qu'annonce la Gazzetta. C'est 900 millions de dettes d'endettement pour le Real à l'heure actuelle. Et moi, quand je vois l'interview de Florentino Pérez qui pleurniche sur les matchs qui sont pas intéressants, mais est-ce que vous vous souvenez de la finale de Ligue des Champions Liverpool-Tottenham? Enfin, il fustige les matchs de piètre qualité. Ça avait beau être une finale de Ligue des Champions, c'était un match de piètre qualité. C'est pas parce qu'on va en avoir tous les semaines 10 comme ça que ça va être mieux qu'avant. Soi-disant, les jeunes ne regardent plus. Bah oui, il y a toutes les raisons qui ont été évoquées par Nico, mais il faut aussi se rendre compte que comment on peut suivre des compétitions comme ça où on nous gave de gros matchs. Ce qui fonctionne, on parle des équipes nationales, pardon, l'Euro et la Coupe du Monde. Ça doit être organisé par l'UEFA et la FIFA qui sont des organisations pourries. Ça fonctionne certes parce que ce sont des équipes nationales, mais ça fonctionne aussi parce que c'est rare. Et là, on perd toute notion de rareté dans les matchs dont il sera l'objet pour la Ligue des Nations. Donc là, bon, voilà. Après, ça, ce sont des considérations autres, mais effectivement, moi, je suis pas là pour défendre l'UEFA face à la Super League. L'un comme l'autre, ça n'a aucun sens. Mais on détruit l'aléa sportif. Alors je voudrais juste rappeler que si l'on accepte le sondage d'OpinionWay commandé par les apôtres de la Super League hier ou avant-hier je crois, qui prétend que 66% des sondés y sont favorables, cette compétition est massivement rejetée dans toutes les enquêtes d'opinion, 79% de rejet au Royaume-Uni, 80% de rejet sur un sondage RMC, 12 000 votants, et puis je sais pas vous, mais quand on en parle autour de soi, on ne trouve que des détracteurs, donc on va se demander pourquoi, en essayant malgré tout de citer avec Erco qui va démarrer, les arguments pour d'abord, et puis les critiques ensuite. Erco, quels sont d'après toi, évidemment il y a les 350 millions promis forcément, j'ai cité dans mon article les 30 deniers qu'avait obtenu Judas pour trahir le Christ. Là c'est vrai que 350 millions c'est encore plus fort, donc forcément ça plaît au club. Et Erco, qu'en penses-tu? Ben, si je dois me mettre à la place des propriétaires de la Super League, il y a aussi le fait qu'il y aura plus de fierté financière. Donc, ça veut dire que c'est jackpot pour le mercato, tu pourras faire ce que tu veux, tu auras une mainmise sur tous les joueurs par rapport à ceux qui sont encore en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, moi, l'autre point positif, c'est que justement, ça fait des années que l'UEFA se prône un petit peu en compétition du peuple. Faut pas oublier aussi que c'est eux qui ont accepté de faire une Coupe du Monde au Qatar, qui est quand même une des pires atrocités que j'ai vues dans le football, peut-être même encore plus choquant que la Super League, puisque À c'est quand même commencer quelque par chose les esclaves migrants des esclaves, qui sont justement, morts, oui. qui sont décédés sur les chantiers de construction des stades. Ça c'est un vrai scandale. Et c'est pas nouveau, parce que déjà, enfin, ça c'était la FIFA, mais la Coupe du Monde au Brésil, c'était moins grave, mais il y avait aussi beaucoup de morts dans les stades de la construction. À aucun moment, ils se sont dit, ouais, peut-être arrêter les dégâts, commencer à Par sanctionner le moins grave, pays. tu veux Donc, dire moins impressionnant en termes de chiffres, je suis obligé de corriger parce que oui, si c'est tu dis ça, moins voilà. grave, oui. Tous les Voilà, en morts sont termes de graves, on chiffres. est d'accord. Oui, non, évidemment, même un mort, c'est de trop. Mais je veux dire, voilà, en termes de, comme tu dis, de proportion, voilà, c'était quand même beaucoup moins, je veux dire, nombreux au Brésil qu'au Qatar maintenant. Et il n'y a pas forcément cette notion justement d'esclavagisme qu'il y avait comme maintenant au Qatar. Mais voilà, les droits humains ont été bafoués 2 fois, et encore une plus grosse fois maintenant. Est-ce que c'est pas encore plus important comment dire, le côté argent qu'on parle maintenant? Donc, avoir enfin, une nouvelle compétition plus neutre et qui part de toute façon sur les mêmes aboutissements que des champions. C'est exactement la même chose. Et encore plus, c'est peut-être encore un peu plus avantageux d'un point de vue, comment dire, qualité, dans le sens que voilà, avec des champions à partir de 2024, c'est une catastrophe. Donc, et d'ailleurs, on en a parlé, mais parce que vu que les matchs se joueront mardi, mercredi, jeudi, ça veut dire que l'Europa League n'est pas sauté du coup, quoi, parce que c'est
Enfin, moi, c'était une compétition que j'aimais bien encore regarder, c'était l'Europa League, que je trouvais quand même plus spectaculaire que la Ligue des Champions. Mais si les matchs se jouent également jeudi, est-ce que ça va sauter Non, ou elle va est-ce pas qu'ils vont sauter, être elle se fera sans ces clubs-là, c'est tout. ben voilà, donc voilà, c'est encore une autre mort naturelle du football. Donc, moi, je dis, c'est pas sur la Super League qu'il faut taper, c'est sur l'UEFA qui s'est gavé, qui a fait n'importe quoi. Et c'est peut-être pas plus mal, forcément. Donc, je dois partir sur des. Après, évidemment, on parle quand même d'un président qui s'appelle Florentino Pérez et un autre qui s'appelle Agnelli. Donc, c'est sûr qu'évidemment, les droits humains, et évidemment, ils ne doivent pas non plus s'en inquiéter beaucoup. Mais voilà, repartir sur une nouvelle base et à peut-être donner des autres idées après à recréer autre chose, justement, des autres clubs, commencer à vouloir créer autre chose, justement, de plus neutre, un football un petit peu plus pour tout le monde, peut-être. Ouais. Et ça, C'est donc, on ne l'espoir, sait ouais. pas. Oui, c'est l'espoir, hein, ça se trouve, ça ne se fera pas du tout. Et moi, Rebâtir c'est sur une les ruines hypothèse, hein. laissées par ceux qui ont quitté. Oui, effectivement, mais je suis assez d'accord avec ça, parce qu'on va rester sur les points positifs dans un premier temps, puis on viendra aux critiques après, hein. Donc là, je pense que tu as déjà donné, tu as fait un petit tableau comme ça avec quelques éléments intéressants. Nico, vois-tu quelconque motif de réjouissance avec la création de cette Super League? Alors, si je me place dans le rôle de regarder juste pour mon club, et même si je suis contre ça, mais bon, s'il faut en trouver un, c'est sûr que demain, cette rentrée d'argent remettra Milan sur la carte du foot. Voilà. D'un moment, on va pouvoir, tu seras peut-être pas obligé de vendre, tu pourras recruter les meilleurs joueurs, tu auras plus d'argent. On sera un peu comme l'est aujourd'hui la première ligue. Ça veut dire pouvoir prendre ce qui se fait de mieux ailleurs, pouvoir donner des meilleurs salaires et faire les meilleurs transferts. Mais bon, après, c'est pas le mérite sportif qui nous aura permis ça, c'est qu'on aura décidé que vu qu'en dans les années 80, on a été un grand club assez important sur la scène européenne, ben, notre aura, notre palmarès, pas de bol pour l'Ajax, hein, qu'il a été aussi hein, dans le passé, mais bon, eux, ils font pas partie des 12 fondateurs, mais ils n'auront pas le droit à l'argent, mais nous, on ira le droit. Donc, c'est le seul truc que je peux voir positif, si tu regardes juste l'intérêt du club. Moi, sportivement, je j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Je reviendrai après sur les points négatifs quand ce sera le moment. Après, l'autre point positif, il sera peut-être, comme l'a dit Yerko, comme tu viens de le dire, si ça se fait, essayer de créer quelque chose de peut-être plus sain pour ceux qui ne seront pas dans cette compétition, repartir sur d'autres bases et peut-être quelque chose de plus encadré avec peut-être un petit peu moins d'argent qui fera un peu moins tourner les têtes, mais je ne me fais pas non plus, vu le monde dans lequel on vit, faut pas non plus. Je me souviens de cette phrase de Jean-Michel Aulas qui, il y a 2 mois et demi, quand on lui parlait au cas de la Super League, disait qu'il était contre, mais bon, on l'avait pas invité, quoi. Donc, mais si on l'avait invité, peut-être qu'il serait peut-être pas si contre. Euh, Enfin, donc c'est pour ça, aujourd'hui, les présidents de clubs qui sont contre, c'est surtout ceux qui ne sont pas invités. Donc je me fais pas de souci que si demain les plus gros sont plus là et qu'ils peuvent faire autre chose, ils essaieront de prendre la place. Par quelque chose de plus sain, on pourrait peut-être entendre quelque chose de plus local, sans même parler d'argent. C'est vrai que si déjà les clubs pouvaient ressembler à leur environnement immédiat, ce serait pas idiot, et ça permettrait peut-être aux supporters eh bien, de s'en sentir un peu plus proches. Mais j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Roland, vois-tu des points positifs à la création de cette Super League? Moi, je vais pas aller bien plus loin que Nico, parce que déjà, j'ai du mal à trouver des points positifs hein, et aller contre ce que je pense. Mais effectivement, d'un point de vue financier, bah, c'est bien, tant mieux. Bah, Milan va gagner de l'argent. Voilà, on ne sait pas, on va être dans ces groupes de 10, on va peut-être finir 10e, on va peut-être finir 5e, j'en sais rien. Mais bon, les caisses seront pleines, alors que demande le peuple? Bien, donc nous passons au point négatif. Bah Roland, en tant qu'affaire, hein, vu que tu t'es exprimé de façon assez laconique, il est temps peut-être que tu puisses enfin exposer ce qui d'après toi pose réellement problème et qu'est-ce qui pour le Milan, enfin pour le Milan on en parlera peut-être en dernière partie, mais globalement quel est le vrai souci de cette Super League en plus bien sûr de l'aspect sportif, hein, qui disparaît totalement au mépris des valeurs traditionnelles du sport. Moi, c'est vraiment cet aspect sportif qui fait que je suis vraiment dégoûté de ce qui se passe, plus, bien plus que ce qu'il y a pu avoir avec l'UEFA. Après, comme disait Erko juste avant, qui apprécie l'Europa League, moi aussi, ça fait quelques années que je regarde avec beaucoup plus de plaisir l'Europa League qu'avec des champions. Je m'en suis pas caché, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission. Parce que c'est tout bête, mais en Europa League, c'est là où on retrouve des clubs d'autres pays que les 4 premiers espagnols, les 4 premiers anglais, les 3 premiers allemands, les 4 premiers italiens. On voit autre chose et on voit ces clubs qui étaient dans les années 90 encore en Ligue des Champions. On peut retrouver l'Olympiakos, on peut retrouver le Dynamo Kiev, on peut retrouver le CSKA Moscou, on peut retrouver, j'en sais rien, le FC Copenhague, par exemple,
des clubs comme ça, et ça me donne beaucoup plus envie de suivre parce qu'on voit autre chose en fait. Et là, avec la Super League, on verra toujours pareil. Et comme je disais précédemment, est-ce que c'est une garantie réelle de football de haut niveau, avec des matchs à haute intensité, avec un niveau superbe, des scores fleuves? Enfin, franchement, j'en suis même pas sûr parce qu'on va se taper des purges. Hein. On se tape parfois déjà des purges sur des matchs qui sont soi-disant des affiches dans les championnats nationaux. Donc pourquoi cette Super League éviterait tous ces problèmes-là? Moi, je n'y crois pas une seconde. Et donc, toute cette disparition de l'aléa sportif, c'est pour moi le problème principal. Bien que l'UEFA, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'UEFA, avec ses façons de faire, c'était déjà scandaleux bien sûr avant. Mais là, on enlève tout ça et c'est la moindre des choses. Quand on commence à jouer au foot quand on est gamin, bah, on a quand même envie de gagner. Parfois, on se retrouve dans un club où il y a un championnat, et ben on va jouer son championnat avec son équipe, et ben on sera toujours content quand on peut monter d'une division, quand on est gamin, quand on est adulte, quand on joue à son sport, que ce peut être le foot, le basket, le hand, peu importe, on est toujours content quand on arrive à monter d'un niveau. Et c'est pareil chez les pros, et c'est quelque chose qui disparaît complètement, et pour moi, ça n'a aucun sens. En fait, ça me fait un peu penser à la Coupe d'Italie, qui n'intéresse personne, parce que c'est une formule qui est absolument mal foutue, contrairement à la Coupe de France, qui est absolument, enfin, qui est vraiment sympathique parce qu'on voit du foot d'en bas avec des footballeurs professionnels. Je ne dis pas qu'il faut aller dans cet extrême-là, bien sûr, mais quand on enlève l'aléa sportif, ça n'a aucun sens. Moi, je suis absolument pas un supporter de l'Atalanta. C'est un club que j'apprécie pas particulièrement, notamment à cause de son entraîneur, qui est quelqu'un que je trouve relativement détestable. Mais quand l'an passé, Agnelli fait sa sortie en disant je ne comprends pas, moi ça me dérange de voir l'Atalanta qualifier en Ligue des Champions alors que c'est un club qui n'a pas d'histoire. Non, mais c'est pas possible. Agnelli, c'est aussi celui qui disait oui, moi mes gamins n'arrivent pas à regarder un match de foot complet, ils s'ennuient, donc il faudrait peut-être trouver une solution en faisant des abonnements pour les 15 derniers. Enfin, je trouve ça complètement déconnant. Alors c'est peut-être rétrograde, mais je vois pas en quoi on peut appeler ça du progrès. Et ça va avec tout le reste de ce qu'on peut reprocher aussi au football à l'heure actuelle. Moi, disputer un championnat avec des clubs anglais, des clubs espagnols et je ne sais quoi, sans doute des Allemands, sans doute des clubs français, bah, je ne vois pas d'intérêt parce que c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai déjà du mal à m'intéresser, à continuer à suivre avec assiduité le Milan depuis que je vois ce qu'il est devenu avec un joueur italien sur le terrain, avec un propriétaire qui a un fonds vautour, un fonds d'investissement vautour américain. Moi, j'ai un peu de mal à m'intéresser à ça. Je le dis sans problème, hein, et ça dépasse même les résultats sportifs, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une culture du football, et ça, c'est ce que Gary Neville a très bien dit dans son intervention l'autre jour à Shaw, quand tout ça a été annoncé. Il l'a dit, les Américains de Manchester United, de Liverpool, le Russe de Chelsea, les Émiratis de Manchester City, qu'est-ce qu'ils y connaissent au football de ce pays-là, de l'Angleterre, qui a 150 ans d'histoire de football derrière elle, des clubs qui ont été construits par des gens du coin, possiblement des gens qui venaient d'en bas. Et ça va complètement Ils perdurer, en s'empressent de fait. changer les logos régulièrement, je sais pas si t'as remarqué. Mais oui, mais oui. Et d'ailleurs, on parle même plus d'écussons, on parle de logo maintenant, parce que c'est une marque. C'est ça. On parle de logo. C'est de la... moi, pour parler un peu de moi, j'aime le basket. Il m'arrive de regarder la NBA depuis que je suis gamin. Voilà, j'ai cette petite passion-là à côté. Mais c'est un monde à part et en fait, on se transforme vraiment. C'est l'américanisation du sport, en plus de tout ce qui est déjà culturel en Europe avec les États-Unis, de tout le poids des États-Unis dans la culture en Europe, et pas que dans la culture d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat. Et on se retrouve, voilà, on va se retrouver finalement avec des clubs interchangeables, mais c'est même pas des clubs, ça va être des sortes de franchises en fait. Comme par exemple, il y a quelques années, il y avait les Supersonics à Seattle en NBA. Bah, le proprio, qui est la personne qui a racheté cette franchise-là,
Bon, bah, Seattle, c'est dans le nord, dans le nord-ouest, c'est pas sexy, il pleut tout le temps, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et ben, il a déménagé son club à Oklahoma City, ils ont changé de nom, ils ont changé les couleurs, ça n'a plus rien à voir, maintenant c'est le Thunder d'Oklahoma City. Enfin, moi, je vais vraiment me retrouver face à cette Super League avec un système comme celui-là où on va être complètement déraciné. Enfin, et finalement, si le marché Milan est plus porteur pour les deux clubs, est-ce qu'ils vont pas décider peut-être de fusionner les deux clubs? Ou est-ce qu'ils vont dire, ah bah non, il faut peut-être finalement que je sais pas, l'AC Milan aille dans une autre ville d'Italie ou dans un autre pays? Parce que J'en rêve. finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais exactement, pourquoi pas? Parce que on commence par ça, et puis bah finalement, on va dire, mais non, ça n'arrivera jamais. Bah, la Super League, on disait que ça n'arrivera jamais. Bah voilà, on est devant aujourd'hui. Ah, on part de rien, bien sûr, tout est possible. Moi, je voudrais recréer l'AC Milano, tu vois, ce serait un joli nom. Et ça permettrait peut-être de retrouver les racines qui ont fait le vrai Milan. Mais tu me tends la perche, en fait, je suis obligé d'intervenir parce que je suis obligé de rappeler Mais je quand suis même. parti un peu dans tous les sens, hein. Je Non, suis mais parti un peu c'est dans tous les intéressant que tu sens, mais parles. parce que Enfin, ça me tient à cœur et ouais. là, je parle beaucoup avec le cœur quand même. Non, mais il faut, de toute façon, de temps en temps, on n'est pas obligé de toujours détacher des événements, hein. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont marqués par ce qui se passe en ce moment, mais je crois qu'il est bon de rappeler que le premier pavé dans la mare fut l'arrêt Bosman, et surtout les conséquences qui ont détaché petit à petit de nombreux supporters qui ont été privés d'identification aux joueurs qui composent leur équipe. Je pense que pour les Milanais, il était sans doute plus facile de s'identifier à Albertini ou à Baresi qu'à Çalhanoğlu ou à Kjaer, quel que soit leur niveau. Et c'est pas un hasard, je l'ai dit tout à l'heure encore, qu'une Italie moribonde fasse de meilleurs scores d'audience que des affiches de Ligue des Champions. Les gens ne supportent pas les plus riches, mais les plus proches. Et je crois que les amateurs de football se sentent moins proches du football actuel, et même de leur club, que ce qu'ils ont peut-être eu la chance de connaître il y a quelques années. Hein, mais tout ça en réalité, et ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, je trouve que ça colle à l'ambiance générale dans nos sociétés. On nous envoie par exemple la marche forcée vers une Europe fédérale dont personne ne veut. À chaque fois qu'on interroge les peuples sur ces questions, c'est la même chose. On impose au peuple des politiques auxquelles il est massivement opposé, et pire, on lui pose même plus justement la question, parce qu'on sait, comme pour le Brexit, que le peuple vote mal. Donc les dirigeants du club des ultra-riches font la même chose que les élites qui nous gouvernent. Voilà tout. Le foot est le reflet de la société. Parfois il est en avance, parfois il est à la remorque de la société. Mais Arco s'est pas encore exprimé sur les points négatifs, s'il en a. Oui, j'en ai tout à fait. Et c'est d'ailleurs bien d'avoir parlé justement de la NBA, parce que voilà, apparemment, enfin voilà, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sport, mais apparemment, c'est juste une sorte de vulgaire copier-coller de ce qui se fait justement en NBA. C'est donc la Super League. Et c'est ça qui est dommage, c'est que j'aurais bien voulu justement, c'est aussi un peu normal, vu qu'on sait que la plupart des présidents maintenant sont américains, et que, comme ça a été dit, maintenant, comment dire, les propriétaires du football, d'ailleurs, avant, les propriétaires, c'était également les présidents. Maintenant, bah, tu as des propriétaires et un président. Donc, c'est qui prouve bien que les propriétaires n'ont absolument rien à foutre du côté sportif. Et c'est justement ça que, voilà, la NBA, c'est quelque chose qui est vraiment ancré là-bas aux États-Unis, qui est quelque chose qui est voilà, un petit peu plus showman que le football. Mais tandis que moi, j'aurais bien voulu que si on recrée quelque chose de... J'étais pas contre recréer quelque chose, une nouvelle compétition. Alors qu'on reparte à zéro, qu'on fasse une nouvelle base et qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui va pas dans le football maintenant? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et est-ce qu'on peut repartir sur ça? Ici, c'est juste un vulgaire copier-coller d'un truc qui ne marchera pas dans le football, et qui ne marchera pas plus que l'UEFA maintenant. Mais en tout cas, ils ont fait ça de la mauvaise façon. Mais le gros point négatif pour moi, c'est qu'on va les deux principaux présidents de la Super League s'appellent Florentino Pérez et Andrea Agnelli. Et à savoir que pour moi, et c'est mon avis personnel, c'est que le Real Madrid est à l'Europe ce que la Juve est à la Serie A, c'est-à-dire un cancer. Ça détruit tout doucement cette compétition. Nico Et boit du savoir que petit lait. c'est... Pardon? Nico doit boire du petit lait, mais il réagira dans quelques instants. Je te laisse continuer. Bah non, parce que la Juve est sa grande ennemie. Hein. Je suis pas supporter de la Juve du tout pour ma part, mais je veux dire, je suis pas aussi virulent qu'il peut l'être ou que d'autres comme Emilia peuvent l'être contre la Juve. Mais vas-y. Ensuite, pour moi, il y a quand même des choses qui ont été très grossières. Et de toute façon, même d'un point de vue des comportements des dirigeants et des joueurs, c'est deux clubs que je trouve absolument dégueulasses et qui salissent le football depuis des années, limite depuis leur création. C'est deux clubs qu'on pourrait bannir du jour au lendemain, que personnellement, j'en serais que plus heureux. Et voilà, c'est savoir que ces deux personnes-là vont être des manipulateurs, justement, des investigateurs de ce projet. Ça me choque, c'est ce qui me fait peur, c'est de savoir que ces deux personnes aussi qui pensent principalement qu'à l'argent et à leurs bénéfices donc uniques. Donc c'est pas des gens qui s'intéressent aux autres clubs qui vont faire ça des choses bien pour les autres clubs. Ils vont juste penser aux leurs. Et ça a recommencé sur la même base avec des champions maintenant, avec les magouilles qu'on connaît.
les équipes avantagées, les petites fleurs sur les fair play financier, ben, il y aura encore ce même genre de magouille, des favoritismes pour certains clubs. Et finalement, on n'en sortira pas. Et de toute façon, d'un point de vue qualitatif ou d'un point de vue économique, ben, voilà, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Parce que à la place d'avoir justement, on parle de 350 millions, c'est bien sur le court terme, mais ça veut dire aussi que dans 2-3 ans, ben, quand un club de la Super League va vouloir acheter un joueur à l'extérieur, ben, on sait bien qu'on pourrait demander 10 fois plus, donc ça coûtera beaucoup plus cher. Les salaires vont augmenter. Automatiquement, ben, ça va s'équilibrer. On aura le même problème que le Real va encore dépenser 600-700 millions sur le mercato. Ils vont encore revendre 200 millions de joueurs et ils vont avoir un déséquilibre dans la balance financière. Et ça recommencera. C'est pas du tout une manière de corriger les problèmes. C'est juste le déplacer momentanément, faire un petit peu de spectacle pour vendre le projet et au final se replanter dans 5-10 ans. Donc voilà, c'est pour moi les principaux points négatifs. Et alors Nico, quels sont les inconvénients de la Super League d'après toi? Alors déjà, juste pour répondre à Roland, comme a dit Johan Crochet dans l'émission l'Afterfoot, si ça peut le faire sourire, euh, Agnelli aura pu voir le but dans les arrêts de jeu de l'Atalanta Bergame avec ses gosses, s'il avait pris juste s'il vu qu'il reste que les 15 minutes, ses gamins. Donc au moins, ça c'est déjà un point positif. C'est déjà ça, oui. Et ensuite, pour pas faire redondance, c'est le championnat national qui va complètement devenir floué parce que si la Juve, Milan et l'Inter ont demandé en tout cas à rester devant leurs collègues. Ah, tu attaques déjà les sanctions, toi. Non, pas Remarque, tu les fais la sanctions, transition, c'est non, pas mal, la transition non, est faite. même pas forcément. Je veux dire, c'est juste qu'ils ont demandé en tout cas à participer, en tout cas à continuer à participer à la Serie A. Si demain la Super League voit le jour et que ces trois clubs continuent à participer à la Serie A, parce qu'en fait leur but, comme a dit Roland à un moment, c'est qu'ils arrosent aussi les autres clubs pour leur dire gentiment, bon bah voyez, on vous arrose beaucoup plus que l'UEFA, donc laissez-nous participer, voyez, vous touchez un peu de l'argent, laissez-nous tranquilles. Si demain ça se passe, qu'est-ce qui va se passer si Milan ou par exemple, je sais pas, Milan et vu qu'ils n'en ont strictement rien à faire de finir dans les quatre premiers du championnat, ils peuvent finir 5-6e. Si demain, ils jouent contre la Lazio, par exemple, et que la Lazio est sur le point de décrocher un titre de champion, mais que Milan, parce qu'ils ont un gros match le mercredi en Super League qui leur apporte beaucoup plus, et que le championnat, pour eux, ça n'a strictement aucun intérêt, au final, d'envoyer une équipe complètement B et de fausser, par exemple, le championnat, ce genre de choses. Donc, le championnat va être complètement dévalué. Je, et je pense que ça va perdre de l'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que il va y avoir d'énormes répercussions à tous les niveaux, et j'espère que mine de rien, les autres vont quand même pas lâcher parce qu'on va leur dire qu'en gros, on leur donne de l'argent pour qu'ils se taisent. Ou dans ces cas-là, il faudra, là on arrive aux sanctions, peut-être directement exclure les équipes qui ne sont pas, qui seront dans la Super League, car elles risquent peut-être de complètement fausser le championnat en envoyant des équipes, on va dire B peut-être pour le championnat, A quand elles pourront parce qu'il n'y aura pas de match en milieu de semaine. Mais si à la Super League, on envoie des équipes B prime et on enverra les, entre guillemets, les très gros joueurs, parce que c'est ça qui leur donne leur pain quotidien. Et juste pour terminer sur quelque chose, le but aussi de cette Super League, en fait, c'est d'attraper le marché asiatique, parce que cet argent qu'ils espèrent avoir, c'est surtout aussi avec le marché pas qu'européen, hein, asiatique, américain. Mais comme l'a dit, je crois que c'est Roland et toi, MJ, au bout d'un moment, la base de fans, quand même, pour chaque pays ou chaque club, à la base, elle est quand même sur son territoire, elle est localement. Et ça, localement, c'est quelque chose qu'à la base, tu ne perds pas. C'est des gens qui sont toujours là. Le marché asiatique, peut-être que demain, ils vont s'intéresser à la Super League, mais peut-être que demain, ils s'intéresseront sur la NBA, Au je sais pas, si baseball. le handball demain, le baseball, n'importe quoi, n'importe quel Ouais, ouais. autre sport, ou même des jeux vidéo. Et au final, tu t'effondreras. Et parce que vu que tu auras dénigré, au final, comme l'a dit Cantona, ton supporter, quand même, le supporter, c'est ce qu'il y a à la base. C'est des trucs qui, en général, se passent de génération en génération. Attention à pas trop dénigrer le supporter en voulant aller peut-être trouver entre guillemets, j'ai rien contre eux, hein, le marché asiatique ou le marché américain qui, entre guillemets, apparemment mettent beaucoup plus d'argent en termes de merchandising. Bon, on va parler des sanctions, mais il y a un petit addendum de Roland juste avant. Oui, justement, Nico m'a fait une très bonne transition, puisque un point que j'avais oublié, c'est qu'en fait, cette Super League, elle n'est pas pour nous. Et quand je dis nous, j'entends les Européens ou encore pire, pour les gens qui habitent le pays. Nous sommes supporters du Milan, on habite en France, en Belgique, mais on n'est pas en Italie. Mais cette réforme, elle n'est pas faite pour nous. C'est pas pour ces gens-là, pour le marché européen. C'est fait pour les États-Unis, c'est fait pour l'Asie ou le Moyen-Orient ou que sais-je. Mais en aucun cas, elle n'est faite pour nous.
Parce que leur envie, depuis quelques années maintenant, on parle sans cesse du marché asiatique, de développer sa marque là-bas avec ses sponsors, etc., ou avec les États-Unis. Quand on fait notre préparation estivale aux États-Unis, c'est pas juste parce que le temps est meilleur, hein. C'est juste pour participer à ces compétitions en bois qui rapportent plus que faire un amical contre le FC Sion ou contre Lugano en début de saison. À partir de là, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que finalement, on va aller un peu, je vais reprendre à nouveau le parallèle avec la NBA, même si pour être tout à fait précis, le format Super League soit plus proche de l'Euroleague qu'on voit en Europe, toujours en basket. Mais qui nous dit qu'après, on va pas se retrouver avec d'autres règles dans le football, puisque la Super League va être une compétition qui va être organisée en dehors de l'UEFA et en dehors de la FIFA. À la FIFA, il y a l'organisme qui fixe les règles du football. L'International Board. Exactement. Et maintenant, on va faire quoi? On va avoir une compétition en dehors de ça. Donc déjà, où vont-ils trouver des arbitres? Comment ça va se passer pour désigner des arbitres? Est-ce que ce sont les clubs qui vont recruter des arbitres et qui vont finalement être envoyés à arbitrer de chaque côté pour soi-disant donner une certaine équité, puisque ce ne sera pas des arbitres des fédérations nationales d'autres pays? Et finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas arriver à ce que disait, mince, j'ai perdu son nom, le président de l'OM, qui est parti il n'y a pas longtemps de J'ai envie de dire Marseille. Kashkar pour la blague, mais Héros, Voilà, qui voulait mettre des buts, voilà, les buts du milieu de buts contre terrain. double. Les buts contre double en dehors de la surface, qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas arriver à ça? On voit bien que rien qu'en basket, en NBA, les règles sont pas les mêmes. L'arc de la ligne à 3 points est plus loin en NBA. Le temps de jeu n'est pas le même en NBA. Donc pourquoi on se retrouverait pas peut-être avec je sais pas, un match de foot qui ne durera plus 2 fois 45 minutes, mais peut-être, je sais pas, 3 fois 30 ou 3 fois 20 minutes avec plus d'interruptions pour mettre plus de pubs. Enfin, c'est, je pense, la porte ouverte à un peu tout. Alors peut-être que je me projette trop loin, peut-être qu'on va dire que j'en fais trop, que je dramatise ou je ne sais quoi. Mais c'est plus fait pour nous, en fait. C'est pas pour cette Super League, ça nous concerne pas, nous, supporters européens. Et effectivement, si ça ne fonctionne pas, les clubs se seront tellement éloignés de leur base de supporters parce que c'est plus ça fait déjà quelques années maintenant, le football, c'est plus le football du stade. Qui va au stade encore aujourd'hui, malheureusement? Nico. Ah ouais, pas Il grand reste monde. Nico. Oui, Avec le Milan Club Vaucluse. En effet, et j'aimerais dire moi aussi, puisqu'il m'arrive encore d'aller souvent au stade, alors peut-être pas forcément à Milan, mais un peu ailleurs, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'ambiance d'un stade. Mais aujourd'hui, on s'intéresse uniquement aux gens qui sont devant la télé. Est-ce que la caméra est suffisamment haute définition pour bien capter l'action? Est-ce qu'il y a eu le micro pour entendre ce que Cristiano Ronaldo a dit à Laurent Blanc? Enfin, on ne raisonne plus en supporter, on est sur des consommateurs, le mec qui va être assis devant sa télé, qui va payer son abonnement, qui va ingurgiter des tonnes de pubs pendant les quarts-temps, pendant les tiers-temps, ou j'en sais rien, si ça évolue comme ça. Mais c'est pas fait pour nous, et finalement on va être entre guillemets les premières victimes, puisque on était là entre guillemets, j'ai rien contre eux bien sûr, on était là avant les Asiatiques et avant les Américains en tant que supporters de ces clubs, et on le voit d'ailleurs à Liverpool aujourd'hui, ou hier, il y a eu des banderoles qui ont été mises par les associations de supporters de Liverpool sur le stade en disant RIP LFC, je sais plus quelle année, 2021, enfin. Écoutez, les clubs continuent de s'éloigner de leur base finalement, et on revient aux discussions qu'on avait précédemment sur les compétitions internationales de sélection nationale, sur l'attrait que ça procure, sur la rareté de ces matchs-là, qui n'ont rien à voir avec un championnat qui va être toutes les Et semaines. l'identification aux joueurs de son pays, parce qu'il y a ça, évidemment, les Ben, supporters bien se sûr. sentent proches de leur... Ils font partie d'une nation, c'est bien ça le principe de la nation, c'est qu'on est tous ensemble réunis autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une conception, il y a une transcendance. Et c'est pour ça, les gens supportent les joueurs qui leur sont proches. C'est ça que je pense beaucoup de gens créateurs de cette Super League n'ont pas compris. Mais que plein de gens de clubs n'ont pas compris, puisqu'à l'heure actuelle, c'est ce que je disais la dernière fois dans l'émission. Moi, si j'ai envie de voir une équipe où il n'y a pas un seul Italien, bah, je vais regarder la Première Ligue. Il n'y aura pas un seul Anglais, c'est pareil. Enfin, il y en aura peut-être deux, trois, allez, pour pas être complètement dans la caricature.
J'habite en France, mais qu'est-ce que je peux avoir comme intérêt pour le PSG qui est constitué de tout sauf de joueurs français? Plus d'Italiens au Voilà, c'est PSG la qu'au Milan question. d'ailleurs. Et j'entends Oui, régulièrement en des plus. gens qui, quand ils voient le PSG, parce qu'évidemment c'est eux qui vont loin dans les compétitions européennes, sont les plus riches. On en revient à notre sujet de départ. Mais ils disent, mais il y a combien de Français dans cette équipe? C'est-à-dire les gens, leur réaction première, quoi. Je veux dire, c'est fou. Le nombre de personnes qui m'ont dit ça devant la télé, mais combien il y a de Français dans cette équipe? Des gens qui ne sont pas forcément, je sais pas, qui suivent pas forcément le Milan, auxquels je parle pas forcément football, connaissent pas forcément mes idées sur le sujet, mais spontanément comme ça qui posent la question. C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont préoccupés par cette question, que ça marque, que ça choque. Enfin bref, on va peut-être parler justement des sanctions avec Erco. On va rappeler que l'UEFA dont tu parlais si joliment Erco tout à l'heure et la FIFA se rebiffent, puisqu'il est question d'exclure les joueurs et les équipes qui participent à la Super League de toutes les compétitions précisément de l'UEFA et de la FIFA, donc les joueurs ne pourraient plus être appelés en sélection nationale, ne pourraient plus participer à la Coupe du Monde, et forcément, là encore, ça va créer des remous si c'est appliqué, puisqu'il va y avoir une longue bataille juridique, et vous pensez bien que les créateurs de la Super League ont assuré leurs arrières. En revanche, ce qui est peut-être possible, c'est que le sélectionneur national, patriote, dicté par peut-être avec des consignes dictées par sa fédération, décide lui-même, un peu comme Deschamps avec Benzema, de ne pas sélectionner ses joueurs. Ça, c'est encore autre chose. Mais Erco, que penses-tu de ces sanctions? Et puis, d'après toi, sont-elles applicables? Non, j'y crois pas une seconde. En tout cas, pour le championnat, parce que les fédérations sont dépendantes de leurs grands clubs. J'imagine mal la Serie A se passer de l'Inter, de la Juve et du Milan, de Barça, Real, Atletico, qui vont être virés par la fédération espagnole, j'y crois pas non plus. L'Angleterre, qui est comment dire, le pays maître en point de vue des droits TV, ne vont pas se permettre non plus de perdre 3, 4, 5, 6 grands clubs qui sont actuellement engagés aussi là. C'est juste une histoire de moyen de pression pour montrer que oui, on n'est pas d'accord, on est pour un football du peuple, pour essayer de pas trop perdre des supporters non plus à ce niveau-là. Mais au fond d'eux, je suis sûr qu'ils s'en foutent totalement, parce qu'au final, pour eux, ça ne changera rien. C'est la seule chose que je n'ai pas réfléchi, c'est ce que Aristide en a parlé, et il a raison. J'ai pas justement vu ça de ce point de vue-là, c'est que à partir du moment où on sait bien qu'on est deuxième avec 10 points de retard et qu'on n'a plus rien d'autre à jouer, qu'on n'a plus de titre à jouer, ben, vu qu'on sait bien qu'on sera qualifié d'office pour la compétition européenne, ben, on pourra se C'est remettre Nico, des c'est pas équipes. Aristide. Ah, c'est Aristide n'est pas Nico, là pardon. aujourd'hui. Voilà. Pas Aristide, oui, Roland, je pensais, pardon, j'ai confondu. Enfin, donc, bref, c'est pour dire que, voilà, il y a une inégalité aussi à ce niveau-là. C'est quelque chose voilà, qu'il faut prendre en compte aussi. C'est un peu dommage pour les équipes qui sont encore là, qui ne jouent pas. Et je pense que ce serait bien, justement, que sur le fond du problème, ces clubs soient exclus, mais ils ne le seront pas parce que, voilà, comme j'ai dit, la fédération pense aussi à l'argent. C'est normal aussi parce qu'il faut la faire vivre. Et quand on sait les difficultés, par exemple, qu'on a en Italie à avoir des droits TV équivalents à ceux d'Espagne ou d'Angleterre, d'ailleurs qu'on ne rejoindra jamais, je pense, mais ils vont pas se permettre de perdre leurs trois grosses, justement, fanbases comme ça du pays. Juste parce que l'UEFA leur a dit de faire. Ils ne le feront pas, ils n'auront rien à perdre. Après, d'un point de vue équipe nationale, quand on sait que la FIFA et l'UEFA sont ensemble, ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent un petit coup de pression aux sélectionneurs pour leur dire ne les reprenez pas. Mais après, quand je vois la réponse d'Eve de Pérez qui a répondu que s'ils font ça, on fera une Coupe du Monde à notre façon. Bon courage pour Je sais trouver pas les si joueurs. Parce que dans ces 12 équipes, tu déjà, fais pas un championnat d'Europe des Nations, etc. non, c'est sûr, et surtout quand on sait que dans les grands clubs, généralement, c'est pas là que se trouve la grande majorité des joueurs nationaux. Ben, est-ce que ça changera quelque chose ou pas, je ne sais pas. Mais bon, la réponse de Pérez, c'est quand même d'un gamin de 10 ans, quoi. Si tu fais ça, moi je fais ça. Voilà, c'est quand même déplorable. C'est ça aussi qui est inquiétant. C'est partie du point négatif aussi, c'est que, on en revient là-dessus, c'est que c'est inquiétant de savoir qu'on va être, entre guillemets, dirigé par ça. Je ne sais pas où on va aller parce que c'est quand même c'est dommage. Il y avait quelque chose, ils avaient les armes pour faire quelque chose de bien, ils avaient l'argent, ils avaient les soutiens qu'il fallait. On aurait pu repartir à zéro, comme je l'ai dit, sur un projet européen. Et ils ne le feront pas. Et les sanctions ne tomberont pas parce que c'est des clubs qui sont intouchables et ils l'ont toujours été. Parce que si l'UEFA voulait sanctionner, ils l'auraient déjà fait depuis bien longtemps avec leur soi-disant fair play financier qui fonctionnait qu'à moitié, seulement pour les petits clubs, ou en tout cas les clubs qui avaient moins d'influence. Donc ici, ils ne le feront toujours pas, ils laisseront faire. Ils vont essayer de faire une petite guerre médiatique pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils vont essayer d'eux, mais au fond d'eux, voilà, ils sont, comment dire, ils sont dépités. Et d'ailleurs, l'avocat principal de la Super League, je ne sais plus son nom d'ailleurs,
c'est l'avocat qui a justement créé l'arrêt Bosman, justement. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien dans les règles du football, qui sait ce qu'il fait, qui est peut-être un des meilleurs à ce niveau-là, voire même le meilleur d'un point de vue juridique. Donc, s'ils partent avec lui, s'ils sont engagés, s'ils l'ont annoncé maintenant, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont dans leur légalité et qu'ils n'iront pas dans lui. Donc, c'est dommage. Mais des sanctions, il n'y aura absolument rien du tout. Ça, j'en suis convaincu. Depuis quelques jours, je trouve qu'on pose beaucoup le problème sous le même angle, c'est-à-dire qu'on dit que la FIFA ne pourra jamais se priver des meilleurs joueurs pour sa Coupe du Monde. Mais prenons le sujet dans l'autre sens. La Super League pourrait-elle se passer des nombreux internationaux qui demanderont peut-être leur transfert pour jouer leur championnat national et surtout les compétitions internationales? Parce que tous les joueurs ne réfléchissent pas forcément par le prisme de l'argent. Moi, j'attends de voir le choix des joueurs. S'ils savent qu'ils risquent réellement d'être exclus de leur équipe nationale, on verra qui est vénal et qui est patriote, ça clarifiera peut-être les choses. Et je ne sais pas si un Barella, par exemple, souhaiterait se priver de la Coupe du Monde 2022, Nico. Moi, je t'avoue que j'ai peur que tu sois très vite déçu, MJ. J'ai pas parlé Mais de peut-être, Nicolo peut-être, Barella. mais on verra s'ils sont tous comme ça. On rappelle quand même qu'il n'y a que 5 Italiens, je crois, qui sont concernés, hein, parce que bien évidemment, il y en a 2 à l'Inter, 2 à la Juve, je crois. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi, je veux dire, hein, qui jouent en équipe Ouais, nationale parmi les 12 qui vont participer à la Super League. quand tu vois, on va reprendre l'exemple de notre gardien. Je veux dire, franchement, j'espère que, Mais ils sont je veux pas dire, tous sur le même modèle, rassure-moi. ils sont pas tous sur le même modèle, mais aujourd'hui, ils ont tous des agents qui sont là pour essayer de gérer leur intérêt. Alors lui, il a peut-être le pire dans le métier, mais moi, je me Tu méfie crois qu'il beaucoup serait de ça. prêt à se priver de Coupe du Monde? Un joueur de foot se priverait de Coupe du Monde et de son équipe nationale, tu MJ, le crois vraiment? MJ, au bout d'un moment, on va prendre le cas de Donnarumma. Même si bon, on connaît les joueurs, mais on va prendre un autre joueur, on va l'appeler X. Si demain, un joueur qui a 21 ans veut 10 millions d'euros, il faudra qu'il aille dans quel club? Un club qui fait la Super League. Parce que demain, Donnarumma, s'il Oui, veut bien sûr, jouer bien sûr, bien sûr. dans ce cas-là, il veut jouer la Coupe du Monde, il faudra peut-être pas il y aura moins de clubs qui pourront lui offrir cette somme-là, par le PSG, par exemple, que j'ai en tête, j'en vois qu'un pour l'instant. Mais je vais dire Lyon, par exemple, qui n'est pas dans la Super League, pourront jamais lui offrir le contrat où actuellement il casse les pieds, pour rester poli, pour son contrat. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal. Je pense que face à l'appât du gain, parce que faut savoir que certainement, ça va permettre aussi pour certains de continuer à maintenir des salaires très hauts dans ce milieu du foot. Moi, c'est pour ça que je n'y crois pas beaucoup. Et je pense que très rapidement, je pense que c'est les joueurs aussi à ce niveau-là qui ont du poids, parce que c'est eux qui font le spectacle sur le terrain. Et je pense que si au bout d'un moment les joueurs restent dans leur club et ne partent pas, bah, au bout d'un moment les télévisions qui payent ou les sponsors qui payent peut-être plus pour être, je veux dire, des millions pour être sur la télévision, pour avoir le petit spot de pub de 15 secondes, ils vont dire attends, t'es gentil, mais moi je veux pas, je sais pas, je veux que tu me foutes Mbappé devant, je veux pas Banga quoi. Ce sera logique. Bon, je parlais de Banga, mais on peut en citer un autre un peu plus fort, mais il voudra les meilleurs. Et c'est normal. Et je pense que après, j'ai du mal à croire aussi pareil, je pense comme Erco, que le truc, pour qu'ils s'y attaquent à ça, ils ont tout prévu et je pense ils s'attendent déjà aux répercussions. Je pense qu'ils ont déjà Personne ne préparé tout peut le forcer possible. un sélectionneur à appeler certains joueurs. Il a toujours la liberté, le sélectionneur, de ne pas les prendre s'il le souhaite. Je suis désolé, sa décision est souveraine. Je suis d'accord. Bon, on va s'enlever du côté de l'Italie, mais si tu prends, je sais pas, l'équipe de France, je t'ai dit, sur un groupe de 23, ça considère quasiment plus de la moitié de l'effectif, quoi. Sans compter ce que l'équipe Didier Deschamps ne prend pas, parce qu'actuellement, il a la possibilité de prendre des groupes de dingue. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça va devenir un véritable problème pour une fédération comme l'équipe de France, par exemple. Dire, attends, je peux pas prendre. Parce que le PSG, faut pas arrêter de croire. Si demain ça se fait vraiment, ce sera une question de. Ils vont pas rester en France où ils gagnent strictement rien. Ils partiront faire cette Super League. Mais je veux dire, au bout d'un moment, dans ces cas-là, il y aura le problème de Mbappé s'il y est toujours. Je veux dire, après, tu as qui d'autre? Tu as Griezmann, Varane, il y a qui d'autre? Il y a Lloris, il y a Pogba. Je veux dire, et je les connais pas tous. Il y a Lemar. Il y en a des joueurs. Hein. Donc c'est pour ça, moi, j'ai du mal au bout d'un moment que même la fédération dise si on a envie aussi de vendre nos droits plus cher, il nous faudra les meilleurs joueurs. Donc on ne parle pas de juste 2 ou 3 joueurs. Là, on ne parle pas que de Karim Benzema. Là, on en parle de peut-être d'une trentaine du niveau de Karim Benzema. Et donc ça pèse beaucoup plus fort. Et malheureusement, c'est ce que les télés vont réclamer. En tout cas, pour donner cette somme-là. Ou dans ce cas-là, ils diront. Après, tout dépendra aussi de l'audimat que tu auras. Si l'audimat restera aussi Absolument. fort sans avoir Kylian Mbappé, par exemple, en plus, je ne cite lui alors que le PSG n'y est pas. Bah, dans ces cas-là, les télés continueront à mettre la même somme.
Mais si demain ils voient que l'audimat n'y est plus parce qu'il manque les meilleurs joueurs, là ils vont venir les réclamer. Après, ça, j'avoue que je pars sur des choses que j'en sais rien du tout, je connais pas le Non, et volet puis ça fait deux juridique. jours, on s'avance un petit Ça peu, fait c'est-à-dire deux qu'on jours. fait l'émission assez rapidement finalement après les annonces. Mais enfin, il était temps qu'on en parle. D'ailleurs, il y a certains supporters, Mais, je crois, qui mais auraient là aimé où, qu'on en parle la semaine dernière. et là où Erco a raison, par exemple, pour parler de l'Italie, tout à l'heure j'ai parlé de l'exclusion pour que le championnat soit pas faussé. Mais il faut savoir que la Juve, l'Inter et le Milan, pour tous les autres clubs en Italie, ce sont leurs trois meilleures recettes. Oui, bien sûr. Donc demain, exclure ces clubs-là, c'est se priver de ces trois meilleures recettes. Mais après, on peut aussi considérer que des équipes qui décident de s'extraire d'une compétition pourraient se voir refuser l'entrée dans une autre compétition. C'est-à-dire qu'ils dégagent de la Ligue des Champions, il faudrait forcément les accepter en championnat. Enfin, voir ce qui va se passer quand même. Il y a aussi un problème moral et éthique. Hein, alors je sais que la morale et l'éthique passent après l'argent en général dans le football, ça on sera d'accord. Mais je veux croire que des sanctions seront possibles. Peut-être que je m'avance. C'est sans doute un vœu pieux. Je suis pas naïf. Hein. Moi, je pense qu'elles peuvent juste être exclues enfin, mais c'est même eux être exclus. C'est eux qui sont en train de s'auto-exclure de l'UEFA, de la Ligue des Champions. Non mais ça Mais d'accord, mais on verra pour les sélections nationales quand même. Moi j'attends de voir. J'espère qu'il y aura des sélectionneurs un peu couillus hein, qui oseront ne pas là, il y prendre a le- les joueurs en question. là, Et après les joueurs là, ça les fera peut-être réfléchir et peut-être qu'ils se diront merde j'ai envie de jouer pour mon pays, j'ai envie de gagner une coupe du monde, j'ai envie d'entrer dans la légende et c'est la seule façon de le faire réellement parce qu'on sait tous que c'est les non, coupes du monde qui font entrer dans la légende et on verra comment si le salaire multiplié par 3 ou par 4 compte autant que l'amour de la patrie. Ce sera un vrai débat tranché enfin et j'attends une clarification sur ces sujets-là. MJ, on va prendre un truc tout bête. Quand tu vois des joueurs de foot, alors tu vas me dire, ok, c'est différent, mais quand tu vois des joueurs de foot, on va prendre un club moyen de Ligue 1 qui décide de partir à Newcastle parce qu'on leur double ou leur triple le salaire, mais qui vont aller et qui savent très souvent qu'ils savent qu'ils vont aller s'enterrer. Je dirais, ils en ont strictement rien à Oui, mais il foutre. n'y a pas Non, l'attachement au pays, à la patrie, à la nation. C'est pas la même chose. Là, je te parle de quelque chose, d'un supplément d'âme. Là, je te parle de quelque chose d'autre. Je veux dire, c'est pas ouais, pareil, je trouve, de passer d'un club à un autre et de tourner le dos à son pays. Ce n'est pas la même chose. quand tu as Théo Hernandez, qui aujourd'hui, maintenant, on va parler de pareil, on va parler d'un joueur qu'on voit un peu, qui aujourd'hui dit clairement qu'il va aller en équipe de France, mais à une époque, Théo Hernandez, il savait même pas où est-ce qu'il voulait aller. Il savait même pas si, parce qu'il a la double nationalité, il savait même pas s'il voulait jouer pour l'Espagne. En gros, c'était limite le premier qui a appelé. Bah, je peux être intéressé. De toute façon, j'ai vécu autant en Espagne qu'en France, donc ça me dérange pas de jouer pour l'un ou pour l'autre. Moi, j'ai du mal à imaginer. Aujourd'hui, dans le football, je vois tellement à chaque fois, même pour les sélections nationales, je vois souvent, malheureusement, pour certains trucs, l'argent qui est mis en avant. On va parler des binationaux, même si peut-être c'est un sujet un peu sensible, mais il y a des joueurs qui, des fois, préféraient jouer peut-être pour leur sélection de cœur et qui vont jouer pour la sélection comme Oui, tu l'équipe parles de des France. Oriundi, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais même je parle pour l'équipe de France, quand à l'époque Nabil Fekir, il a dit que lui, il jouerait pour l'Algérie, qu'au final, il allait jouer pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France aussi, elle lui permettait, au niveau de sa carrière, lui permettrait d'avoir peut-être certainement un meilleur salaire parce qu'il ne jouerait pas dans ces cas-là la CAN tous les 2 ans. Le joueur malheureusement africain au niveau du football, il est un petit peu dévalué par rapport aux joueurs européens en termes de transfert, en termes de salaire, et que aussi l'équipe de France, quand tu vas jouer une compétition internationale avec tous les grands clubs, enfin tous les grands pays européens, il y a quand même des sommes qui sont beaucoup plus importantes, par exemple, que dans les pays africains ou du Maghreb. Et dans ces cas-là, des fois, ils y vont et ils font ce choix-là, ce qui fait que ça les rejette aussi par leur branche qui, par la famille ou le pays, leur pays d'adoption, enfin leur pays d'origine. Il y a déjà tellement de choix qui sont faits des fois par rapport à l'argent que j'ai du mal à imaginer, même pour des joueurs qui n'auraient, entre guillemets, qu'une seule nationalité, que demain, s'ils ont la possibilité de pouvoir se gaver ou se goinfrer avec leur club, qu'au bout Eh d'un ben, ça moment, si on... permettra de faire un tri, c'est plutôt une bonne chose. Mais si Fekir disait qu'il voulait jouer pour l'Algérie et que les instances dirigeantes françaises ont été assez stupides pour lui faire un pont d'or et pour essayer de l'attirer dans leur filet, c'est que vraiment on est tombé bien bas. Et ça m'attriste ce que tu me dis là parce que j'ignorais l'histoire. Mais vraiment, non, je veux dire, quand on porte le maillot d'une équipe nationale, c'est parce qu'on est d'abord soi-même, qu'on a un sentiment, qu'on est patriote, qu'on a un sentiment patriotique au fond de soi et qu'on aime son pays et qu'on chante l'hymne comme le font d'ailleurs, excuse-moi, hein, mais 90% des pays du monde. Hein, et je veux pas croire qu'ils le fassent tous juste pour la photo. Donc non, non, ça je suis désolé. Je pense qu'il existe encore, heureusement, des joueurs qui sont attachés à leur pays, ne serait-ce que par l'influence familiale, par leur éducation, par le milieu dans lequel ils ont évolué, tout simplement. Et je pense que tous ne vendront pas leur âme pour un gros chèque. Je le pense. Après, il faudra voir les sommes qui seront mises devant eux et les choix qui seront faits. Après, faudra voir aussi si ça va au bout. Hein. C'est pas sûr aussi que cette Super League,
elle aille au bout. On a entendu il n'y a pas si longtemps de ça qu'il y avait une main tendue vers l'UEFA pour se remettre à table et pour rediscuter. Donc s'il faut, ça n'ira pas au bout. Mais moi, si ça va au bout, j'ai du mal à imaginer que, vu les sommes qui sont annoncées, automatiquement, si cette Super League se fait, tout va être dévalué aussi de l'autre côté. Donc les droits télé, par exemple, du championnat italien, du championnat espagnol, du championnat anglais, du championnat français, va tout de suite être dévalué parce que s'il y a une Super League, on dira, oh, vous êtes gentil, mais nous, à l'époque, il n'y avait pas la Super League en face quand on a payé ce prix-là. Aujourd'hui, on veut 20, 30% de moins. Et malheureusement, si les droits télé pour les clubs sont dévalués, automatiquement, ça va leur permettre aux autres d'offrir des contrats beaucoup plus gros, beaucoup plus mirobolants. Et dans ces cas-là, malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Tout le monde va toujours au plus offrant. C'est au tour de Roland. Pas grand-chose à ajouter. Erko et Nico, vous avez très bien Roland fait est le tour. blasé. Oui, mais complètement. J'ai déjà beaucoup parlé, mais moi je veux simplement rajouter que dans leur communiqué pour la création, les clubs de la Super League ont tout de même dit qu'ils allaient maintenant discuter avec l'UEFA et la FIFA pour les modalités, pour s'organiser. Et je pense que c'est de toute façon ce qui arrivera, parce que les sanctions, mais franchement, mais quelles sanctions? Comme dit Nico, tout est gouverné par l'argent. Donc à partir de là, la FIFA et l'UEFA ne pourront pas faire sans les joueurs de ces clubs ou sans ces clubs-là. Je n'y crois pas un seul instant. On l'a vu à nouveau en basket lorsque l'Euroleague a été créée. L'Euroleague, c'est ça aussi, hein. C'est la dernière version de l'Euroleague qui est en cours à l'heure actuelle. C'est une société privée extérieure qui a été montée par les plus gros clubs pour faire une compétition européenne qui, je pense, est peut-être plus légitime que dans le football parce que le marché du basket en Europe n'est pas le même, les fonctionnements des clubs n'est pas le même, enfin, ça n'a rien à voir avec du foot, mais c'est un système similaire et qui finalement a été combattu par la FIBA pendant un certain temps et ça n'a pas duré et maintenant l'Euroleague est bien en place. Et les clubs, les clubs, les ligues nationales n'ont pas fait sauter les clubs en question parce que de toute façon, ces clubs-là étaient les étendards de leur sport au niveau national. En France, il y a l'Asvel, Lyon-Villeurbanne qui participe à l'Euroleague depuis peu. Et c'est le club le plus titré de l'histoire du basket français. Donc la Ligue nationale de basket, ni la Fédération française de basket vont dire non les gars, on va se passer de l'Asvel. Dans notre championnat parce que ces méchants-là sont allés jouer l'Euroleague qui est une ligue privée. C'est pareil pour tous les autres clubs comme l'Olympia Milano par exemple à Milan. Les ligues nationales ne pourront pas se passer de ces clubs-là, donc l'UEFA ne pourra pas se passer de tous ces clubs en question, de la vingtaine de clubs qui participera à la Super League. Et en plus, la Super League se donne bonne conscience avec soi-disant 5 équipes invitées et ou qualifiées sur des critères soi-disant sportifs. Et comme je le disais en introduction, vante aussi les mérites de la redistribution. Mais qui y croit franchement à tout ça? Il va rien se passer. Tout le monde... La FIFA et l'UEFA vont faire les coqs, entre guillemets, effarouchés. Et ces institutions qui se présentent en plus depuis 2 jours comme les défenseurs du football d'en bas, du football amateur et des petits clubs, alors que ce sont les mêmes structures qui ont ostracisé les clubs dont je parlais tout à l'heure, par exemple l'Olympiakos, le Dynamo Kiev, qui ont beau être champions dans leur pays, qui doivent se taper des tours préliminaires pour accéder à la Ligue des Champions. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, pardonnez-moi l'expression, hein, mais c'est exactement ça. Non, Et mais c'est donc vrai, simplement aujourd'hui, Roland, rappelons quand même que les Anglais ont un pouvoir de nuisance plus important parce qu'ils ont quitté l'Union Européenne, donc ils ne sont pas soumis aux règles de la libre circulation des travailleurs. Donc peut-être que eux, je sais pas ce qu'ils feront, hein, pourraient éventuellement peser dans la balance très très lourd et permettre d'éviter la catastrophe. Mais enfin, je sais, encore une fois, que c'est un vœu pieux. Tu peux continuer. non, mais de toute façon, en plus, par rapport à la libre circulation des travailleurs, je crois que le Royaume-Uni doit toujours être dans l'espace Schengen, même s'il a quitté l'Union européenne. Donc À finalement, vérifier, ça mais je va crois rien. qu'ils ont retrouvé les manettes de l'immigration, me semble-t-il, hein. C'est quand même eux qui décident encore de qui rentre chez eux à l'heure actuelle. Peut-être, mais en tout cas, Ah ouais, je suis à peu la près sûr de frontière est ça. toujours à Calais et pas chez eux. Mais ça, Oui, ça c'est vrai, mais c'est un le autre débat. Brexit s'est fait sur cette notion, il faut le savoir. C'est-à-dire que le vote du Brexit, le sujet dominant, c'était l'immigration. Il faut jamais l'oublier. Bah, j'ai peut-être pas tous les éléments là-dessus, mais en tout cas,
Moi, je pense que en termes de sanctions, pour revenir vraiment au point dont il était question là, en termes de sanctions, il va rien avoir. Là, la FIFA et l'UEFA font un peu ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont été débordés par tout ça, mais finalement, ils vont être obligés de dire oui, merci. L'UEFA va balayer son scope de compétition pour créer à nouveau une compétition qui concernera les clubs qui ne seront pas invités et ou pas membres permanents de la Super League. Et ils feront cette compétition à côté parce que de toute façon, ils ne pourront pas faire autrement. Ils vont devoir faire avec la Super League et donc je pense qu'il n'y aura absolument aucune sanction et encore moins au niveau des sélections nationales. Bon, dernière partie avec une vaste question. Que restera-t-il de notre Milan? En sachant que j'aurais pu poser la question au présent d'ailleurs, parce qu'il en reste plus grand-chose. Erko, quel est l'avenir du Milan d'après toi dans cette Super League? Et surtout de ses valeurs, de ses idéaux, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture. Qu'est-ce qu'il en reste d'après toi? Oh, bah, les valeurs et patrimoine, ça, même sans parler des Ligues des Champions, ça a été un petit peu quand même bafoué ces derniers temps, hein, avec justement, le nombre d'Italiens qui a en forte diminution, et rien que ça, déjà, comment dire, c'est déjà quand même une grosse chose en moins d'un point de vue des valeurs. Et sans compter certains comportements de joueurs qu'on laisse faire, justement, des joueurs qu'on a avant qui faisaient pas parler d'eux en dehors du football et qu'ici qu'on laisse tout faire sur les réseaux sociaux, même si ça c'est le football en général qui est comme ça. Mais voilà, je trouve que les valeurs du club se sont éteintes avec les valeurs du football. Et je ne pense pas que ça change. Voilà, on aura juste un Milan plus riche et peut-être un Milan aussi plus ennuyeux, parce que voilà, ça, on verra toujours la même chose. Ce sera un Milan qui sera, voilà, qui n'aura pas grand-chose à montrer, parce qu'il sera bien qu'il aura, quoi qu'il en soit, c'est 350 millions enfin, ou plus ou moins, je ne sais pas en fonction du titre, mais il y aura toujours ces 200-300 millions en tout cas dans les poches chaque année quoi qu'ils fassent. Donc ils n'auront pas vraiment envie de se remettre en question. Je pense que voilà, ce que les supporters voulaient voir, notamment justement un centre de formation qui refonctionne, ben, c'est pas avec ça que ça va fonctionner, hein, parce que maintenant, avec l'argent qu'on aura, on peut acheter qui on veut. Dès qu'il y en aura un qui nous plaira plus, on le revendra, on achètera un autre. Ils n'auront aucun intérêt à former des joueurs, vu que de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, on est dirigé par un propriétaire et non pas par un président. Donc, le propriétaire, le truc qu'il veut, c'est du business et d'avoir des grands noms qui vont rapporter de l'argent. Et un joueur qui sort de l'école de formation, ça rapporte pas d'argent. Voilà. Donc, voilà, les valeurs sont finies. C'est le million, à l'image des clubs comme l'Inter ou même la Juve qui font des maillots, comme vous avez parlé tantôt, avec des logos qui sont plus faits par Des c'est quoi leur influenceurs. métier? Ouais, des influenceurs, voilà. Et donc, les maillots sont plus justement dessinés par des gens comme eux qui vont regarder comment ils pourront faire vendre, qui vont faire un logo qui va faire vendre plus qu'une enseigne. Et du coup, voilà, tout va tourner autour de soi et les valeurs du Milan sont finies. Maintenant, si je peux me permettre, est-ce que je peux donner une petite info de dernière minute Mais vas-y, sur vas-y, le... vas-y, vas-y. Ouais. Ben, il y a déjà 5 clubs qui sont sur le point de quitter le projet de la Super League. Donc, qui sont Chelsea, Ça City, bouge. United, Arsenal et Atletico. Je Et vous les avais dit 12 les clubs. Anglais. Ouais, ben, c'est 3 Anglais, 4 Anglais, hein. Ah oui, oui. Et donc, et apparemment, les 12 clubs fondateurs ont bientôt discuté d'une dissolution totale. Donc, apparemment, ça a déjà tombé à l'eau, quoi. Donc, Ah bah on fait une émission pour rien, mais c'est pas grave, on aura l'occasion, voilà. on aura quand même dit pas mal de choses. Bon Nico, allez, qu'est-ce qui restera du Milan alors? Qu'est-ce qui restera? Bah, comme tu as dit, qu'est-ce qui reste déjà? Ben, moi, il me reste les DVD. Voilà. Franchement, il me reste les DVD. La Il y a déjà grande plus storia del grand-chose. Milan? Il reste ça. Il me reste la séance de tir au but que je connais par cœur contre la Juve. Oui, parce que c'est important de Là, dire. La question, je la pose aussi par rapport à ce qui nous a fait supporter le Milan. Tu vois, quand t'as démarré, toi, je crois, dans les années 2000, au début des années 2000, ce qui t'a fait moi, supporter le Milan, est-ce que ça existe encore? C'est ça ma question. non, déjà à l'époque, je me rappelle que quand le Milan, mine de rien, quand on disait encore qu'on était encore le dernier club, enfin grand club en tout cas, qui avait ce truc, on va dire moi Milan, j'ai l'impression que c'était une grande famille en fait. Les joueurs, tu as l'impression que tu pouvais regarder l'effectif sur 10 ans, c'était le même déjà. Comme le Barça a pu avoir avec sa grande période, avec les Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Messi. T'as l'impression que c'était toujours le même effectif. Il y avait un sentiment d'appartenance à ce club quand tu rentrais dedans. Les joueurs, il n'y avait pas une vague qui se passait. Bon, après, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, il n'y avait pas autant d'Internet, donc on n'était pas au courant de tout ça. Ça pouvait être aussi facilement étouffé. Mais quand il y avait des départs de grands joueurs, moi je me rappelle le premier, bah, ça a été Shevchenko que j'ai connu réellement. Le départ de Kaka, ça s'est fait quand même de manière assez paisible et comme si les joueurs, il
Kaka, il y a eu des manifestations quand même. Hein. Oui, il y a des manifestations, mais le joueur est parti, je veux dire, avec les supporters, avec des larmes. Mais je veux dire, ça s'est passé d'une certaine manière. Il n'y a pas eu, je veux dire, le joueur quand il est parti, on l'a pas conspué. Il y a eu des contestations contre le club de Oui, vendre oui, ça on Kaka, est d'accord. Le seul qui a eu un pas mauvais traitement, contre c'est le joueur. Maldini et c'était 40 mecs. Voilà. Mais je veux dire, et à l'époque, on disait toujours le Milan, ouais, c'est le dernier club. Là, ça y est, Milan, il est comme tous les autres. Il n'y a plus rien qui le différencie. Euh, on avait encore ce truc que même quand ça allait mal, on arrivait à aligner 5, 6 Italiens titulaires, aussi mauvais soient-ils, mais on les avait. Là, on n'a plus que notre gardien de but, qui actuellement, au passage, on n'avait pas parlé contre le Genoa, mais qui a eu la main qui a tremblé en toute fin de match quand même. Euh, mais il nous reste plus grand chose. Je vais pas dire que je vais arrêter de les suivre si cette Super League a lieu ou pas. En plus, après ce qui est annoncé Erco là. Euh, mais je vais attendre de voir comment ça se passe. Mais c'est sûr que moi, en tant que supporter, c'est déjà le Covid a mis un premier coup actuellement sans supporter. Regardez le stade, c'est compliqué. Le match est compliqué. Mais je comprends de plus en plus, alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas trop quand je les regardais, des fois un peu les gars de la Courva, mais quand ils te disent, en fait, il y a que, comme ils disent en Italie, solo la maglia, quoi. C'est tout, il y a que ça. Il n'y a plus que le maillot. Tout le maillot représente tout ce qu'il y a dans le passé. Et c'est pour ça que aujourd'hui, bah, mine de rien, même si on gagne, bah, je suis content parce que je sais pas, c'est comme s'il a une sorte d'habitude, mais demain, s'il se passe vraiment ça, je pense que je vais prendre quand même beaucoup de recul et faire déjà le vieux con à l'âge de 13 ans en me disant que c'était beaucoup mieux avant, quoi. De 30 ans, pardon, en disant que c'était beaucoup mieux Bon, c'est avant. difficile de dire l'inverse aujourd'hui, franchement, quand on a connu le Grand Milan. Moi, j'ai commencé avec le Milan de Sacchi, Capello surtout, j'ai vraiment découvert avec le Milan de Capello. Toi, t'as démarré avec le Milan d'Ancelotti. C'est incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui, à la fois sportivement, mais pas que. Tu viens de rappeler les éléments. Moi, je voudrais quand même dire que le Milan, c'est le parfait exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un club déraciné, désanimé, désincarné aussi, hein, qui est privé en quelque sorte de sa substantifique moelle, si j'osais. Et quand certains s'extasiaient sur le rachat par les Chinois, puis par le fonds Elliott, j'avertissais déjà sur les méfaits du phénomène et sur l'accentuation de la désitalianisation qu'avait déjà entamé Berlusconi, donc que je ne vais pas béatifier ici, vous pensez bien. L'année dernière, en fin de saison dernière, je rappelais la symétrie entre les plus de 80% d'Italiens dans la ville de Milan et les 20% d'Italiens dans le club de Milan, en sachant d'ailleurs que dans l'équipe type c'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque tu viens de le rappeler, hein, c'est le 1+10 en ce moment, parce que Calabria est blessé. Et dans mon article d'hier, je propose un naming pour ce club qui ne devrait plus porter le nom de sa ville d'origine, parce qu'il n'a plus rien à voir avec sa ville d'origine. Et on pourrait recréer un club à Milan, précisément, je le disais tout à l'heure, hein, qui pourrait s'appeler l'AC Milano, qui retrouverait les valeurs initiales du club fondé en 1899, qui a porté pendant plus d'un siècle ces valeurs, parmi lesquelles d'ailleurs figure en bonne place l'italianité, en opposition à son grand rival l'Inter, qui s'est construit différemment à partir de 1908. Et cette opposition, d'après moi, n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai que Roland, tout à l'heure, à qui je vais donner la parole maintenant, parlait de fusionner, mais finalement ce serait logique, Roland. Moi, plus rien ne m'étonne en tout cas. Mais pour poursuivre là-dessus, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'interview de Boban l'an passé qui lui a valu son licenciement. C'est quand même qu'on est en présence d'un dirigeant, ancien joueur du Milan, croate, né en Yougoslavie, qui mettait en garde contre une désitalianisation et même une démilanisation du Milan. Donc on peut même pas dire que on peut même pas faire à Boban le procès de l'Italien qui clamerait l'Italie aux Italiens. On n'est même pas là-dedans. C'est quand même un Croate qui parle de ça et je pense qu'effectivement ça veut tout dire. Et moi je partage complètement l'analyse de Nico sur ce qui est devenu le Milan. On a quasiment le même âge, on a sans doute commencé plus ou moins à la même période. Voilà, moi c'était aussi le Milan d'Ancelotti. Et depuis quelques années déjà, on voit plus trop ce qu'il en était du Milan, parce que ça allait même. L'avantage du Milan, c'est que ça allait au-delà des résultats sportifs en fait. C'était pas juste ce que dit le mantra de la Juve qui dit Vincere è l'unica cosa che conta. Bah non, c'est pas que ça en fait. Au Milan, c'était loin d'être que ça. Et il y avait un art du Milan qui pour moi a disparu depuis quelques temps maintenant. Et la Super League va aller avec tout ça. Donc bon, écoutez, moi je suis pour tout vous dire, je suis en phase de réflexion depuis hier. Une réflexion qui était déjà amorcée depuis quelques temps. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à suivre le Milan avec autant d'assiduité?
s'il y a vraiment, si le Milan participe vraiment à cette Super League et si cette Super League voit vraiment le jour, écoutez, ce sera peut-être le temps de tourner la page, de penser à autre chose, de s'occuper autrement, de faire autre chose le dimanche à 15h. Oui, oui, exactement, mais faut dire ce qui est. Le Milan, c'est quelque chose qui était important pour moi parce que j'y ai trouvé peut-être des modèles de vie aussi parmi certains joueurs. Oui, Hein, ça des construit ton mecs comme identité. Maldini. L'équipe de foot que Voilà, tu soutiens et sa, comment dire, son éthique peut contribuer pour un adolescent notamment qui est en devenir, en formation, eh bien à construire son bien sûr. identité, à façonner qui tu es. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Et clairement, un mec comme Maldini, c'est pour moi quelqu'un que je respecte et que je vénérais presque quand j'étais plus jeune. Hein, j'ai pas honte de le dire. On peut même parler de Nesta, par exemple, qui n'est pas, pour aller dans un autre registre, du joueur qui n'est pas le joueur d'un seul club. Nesta, il a eu le plus grand mal du monde à quitter la Lazio, qui était son club de cœur, où il était capitaine, où il avait gagné des titres, pour venir au Milan. Hein. Son arrivée au Milan, il a failli pleurer en conférence de presse parce qu'il voulait pas venir. Et finalement, il a intégré toutes ces valeurs et tout ce que le Il Milan s'est représentait. assimilé, Roland, il s'est assimilé, Exactement, c'est un terme très important par les temps qui courent. c'est là où j'allais en venir. À Et Rome, fait comme les effectivement, Romains. c'est un, c'est un des plus beaux exemples finalement de ce que pouvait apporter le Milan à un joueur qui n'était pas qu'un joueur, qui était aussi un homme à côté. Et donc moi, à mon humble niveau de supporter, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué. Et peut-être qu'aujourd'hui, il sera temps de s'éloigner pour de bon de ça, parce que la vie est ainsi faite. On a d'autres loisirs. Et puis, si je veux voir du football, je sais pas, j'irai pas très loin de chez moi, j'irai voir autre chose. J'irai voir l'équipe du Il y a la Coupe coin. du Monde, il y a l'Euro, Roland, il y a les équipes J'irai nationales. voir bien sûr, mais je veux dire pour le pain quotidien entre guillemets. Mais effectivement, je passe mon temps depuis quelques temps maintenant à dire vivement l'Euro à chaque fin d'émission. Parce que l'équipe nationale, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me semble plus pertinent comme idée que j'ai du football que le football de club aujourd'hui et que le football qu'est le football proposé par le Milan. Ouais, l'équipe nationale, je crois que c'est le centre vers lequel tout le monde revient. Mais en tout cas, si ça se faisait cette Super League, parce qu'après ce que nous a raconté Erco, on ne sait plus, hein, ça peut changer d'une minute à l'autre, c'est un rebondissement, on a l'impression que c'est un feuilleton ce truc-là. Si ça se faisait, moi je répète que je souhaiterais l'application des sanctions promises par la FIFA, cette application par le sélectionneur national, hein, dont la décision, je le répète, est souveraine, et que les championnats nationaux redeviennent vraiment nationaux, mais c'est sans doute un vœu pieux, car tout s'achète aujourd'hui, comme le disait Nico. Nous verrons qui résistera longtemps aux sirènes de la finance mondialisée, et il sera passionnant donc de suivre tout cela dans les prochains mois, peut-être dans les prochains jours. Bref, bonne soirée à vous et précisément, vivement l'euro. Salut! Ciao. Ciao. Salut.